Bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis Natacha Duroisin, je viens de l'Université de Mons en Belgique. Je suis aspirante FNRS dans le service méthodologie et formation, Institut d'administration scolaire. Alors voilà, ma communication s'intitule « Utiliser les environnements virtuels pour appréhender les représentations spatiales des élèves, quelles possibilités ?» Alors cette communication n'a pas pour objectif de proposer des résultats, mais plutôt de présenter globalement la méthodologie que j'ai utilisée. Alors ainsi, j'effectuerai tout d'abord un bref panorama de l'utilisation des environnements virtuels dans plusieurs disciplines. Je dresserai ensuite les constats et expliquerai le contexte et le but de la recherche. Je présenterai ensuite mon échantillonnage et la méthodologie de l'expérimentation. S'ensuivra une description des aspects explorés lors de la recherche. Je m'attarderai quelque peu sur le type de données que j'ai pu recueillir. Je présenterai aussi l'outil qui a été créé pour la récolte des données et terminerai évidemment par les perspectives et conclusions. Alors, les environnements virtuels, dans la pratique, oui, on les retrouve notamment en psychologie, dans des domaines variés tels que la psychiatrie ou encore la neuropsychologie, notamment dans le traitement des troubles anxieux ou des phobies. Vous avez de nombreux exemples en tête, j'en suis sûre. Alors, plusieurs chercheurs ont confirmé que différentes applications faisant appel à des technologies interactives et immersives, pas toujours immersives, mais le plus souvent, étaient très bénéfiques pour le traitement de plusieurs pathologies, donc celles que je viens de citer par exemple. Alors, aussi, vous allez me dire, par exemple, comme environnement virtuel, si vous prenez l'illustration au centre, l'illustration centrale, eh bien, ici, c'est utilisé avec des patients atteints qui ont l'agoraphobie, voilà. Et donc, la personne voyage dans un magasin, au départ, pas d'individu, il est donc seul, et puis le thérapeute, au fur et à mesure de la séance, il fait apparaître différentes personnes. Et oui, le thérapeute a l'occasion, dans les environnements virtuels, d'ajouter, de changer des paramètres, etc., ce qui reste très intéressant et ce qui n'est pas forcément possible dans la réalité, ou en tout cas, c'est vraiment difficile. Donc, en ce qui concerne la réalité augmentée, eh bien, on en voit. Ça commence à arriver aussi pour soigner quelques pathologies comme les phobies et la peur des insectes, etc. Il est possible maintenant de poser au réel des éléments virtuels. Alors, des environnements virtuels en pédagogie, oui, aussi, comme outil pour l'apprentissage. Vous les connaissez, j'en suis persuadée, notamment ici une illustration d'une écluse, donc pas toujours la possibilité, pas toujours le temps de se rendre sur place pour voir comment fonctionne un phénomène, une machine, etc. Donc la possibilité via les environnements virtuels. La reconstitution aussi de différents bâtiments qui ne sont plus existants ou qui se situent très loin, donc avec de grosses contraintes liées au temps et à l'espace. En médecine aussi, utilisée évidemment en chirurgie, ici la chirurgie endoscopique. Et dans des cours plus techniques aussi, notamment ici, donc l'illustration sur votre gauche, dans le bas à gauche, un individu qui doit choisir l'équipement pour son avatar, puisqu'il est dans une usine bien spécifique, où il doit porter une combinaison bien spécifique aussi, pour ensuite aller réparer des machines ou effectuer différents travaux. Alors, des environnements virtuels aussi pour l'enseignement et la formation, les simulateurs de vol par exemple, qui permettent l'apprentissage de comportements adéquats dans des situations diverses et contrôlées. On sait bien qu'on peut jouer avec plein de paramètres. Ensuite, des outils comme prise de décision, c'est un peu plus rare, mais n'empêche pour des choix de carrière, par exemple. Ici, un environnement a été élaboré pour l'Hamilton Wentworth Catholic School Board, et donc cet environnement qui reconstitue un hôpital, un hôpital réel, où les personnes ont la possibilité d'accéder à différents services pour un petit peu être sensibilisées à ce qui s'y passe. Alors, concrètement, la recherche, je suis partie d'un constat,
c'est que par le passé, de nombreuses recherches ont été menées pour explorer l'intérêt des manipulations concrètes dans le but de favoriser les apprentissages. Je ne vous apprends rien. Mais Lebrun, en 2007, a indiqué que le développement des outils informatiques relançait l'intérêt pour ce type d'analyse, en y intégrant un travail de comparaison entre les bénéfices des manipulations réelles et virtuelles. Et donc c'est vraiment dans ce cadre-là que je m'inscris. Donc la thèse a été débutée assez récemment, en octobre 2011. Elle est financée entièrement par le FRS-FNRS. Elle est en lien direct avec la psychologie cognitive, étant donné que le but de mon étude est d'analyser le fonctionnement cognitif des apprenants âgés de 8 à 15 ans à travers la transformation de leur conception préalable dans le domaine scientifique. Et plus précisément, elle vise à comparer les effets d'environnements distincts, environnement réel et virtuel, vous l'aurez compris, afin d'identifier les influences sur l'évolution et la modification des représentations spatiales des élèves. Alors concrètement, au niveau de l'échantillonnage, je travaille, j'ai déjà effectué une partie de ces expérimentations, il m'en reste encore quelques-unes pour quand je reviens. Je travaille avec 12 classes, donc des enfants âgés de 8 à 15 ans, et donc un total de 275 élèves. L'expérimentation est proposée donc à partir de 2 environnements distincts qui possèdent chacun leurs caractéristiques propres. Alors, une première situation, l'environnement réel, concret. Donc, il est caractérisé parce qu'il est visualisé de manière directe, pas besoin de passer par une interface machine. Il est facilement appréhendable par le toucher notamment et constitué de matériel concret. L'autre situation, la seconde situation, c'est l'environnement virtuel qui là est visualisable de façon indirecte puisqu'on passe d'office par un écran d'ordinateur ou autre chose, ou un casque pour la réalité immersive, etc., qui est essentiellement appréhendable par la vue, Cependant, il y a de plus en plus d'études qui montrent que les environnements virtuels envoient de l'air, fait transparaître un effet de chaleur, etc. Donc ça, c'est possible aussi. Et composé essentiellement d'éléments abstraits. Alors les 2 environnements qui vont être montrés sont assez simples. Je n'ai pas révolutionné l'environnement virtuel, les environnements virtuels, loin de là. Donc en voici une illustration. Donc en fait c'est juste 4 formes, 4 solides de différentes couleurs qui sont disposés sur des plans. Donc vous avez les 2 illustrations du bas. Donc support double A0 ou support A3. En fait, j'ai 2 jeux de formes, soit des formes avec un diamètre d'environ 10 cm pour la sphère, le côté du cube 10 cm, etc. Donc ça, c'est pour le support A3. Et pour le support double A0, on est avec des solides beaucoup plus grands, puisque le diamètre de la sphère, par exemple, fait 40 cm. Alors, vous voyez ici que pour les 2 supports, les élèves sont répartis donc à chaque fois autour des 2 supports. Parfois, donc dans certains cas, les élèves ont une feuille A3 en phase 2, dans d'autres cas, une feuille A4. Vous allez dire, mais pourquoi changer les supports où ils vont représenter graphiquement les choses, puisque l'objectif est qu'ils représentent du mieux possible, le plus fidèlement possible, ceux qu'ils ont sous les yeux, ceux qu'ils ont en phase 2 en fait. Donc parce que j'ai décidé d'explorer différents aspects lors de cette première expérimentation, qui est le changement d'échelle. Donc c'est pour ça qu'on passe d'un A3 à un A4 ou d'un A3 à un A0, etc. Le changement d'angle de vue aussi, les élèves ont la possibilité de se lever. Donc c'est pas vraiment une vue zénitale, hein, c'est sûr, mais dans d'autres cas, dans d'autres expérimentations, il est prévu qu'ils aient une vue zénitale et horizontale des supports. Le changement de vue aussi parce que, et ça j'y reviendrai tout à l'heure, l'individu qui est là ne voit pas la même chose évidemment que l'individu qui se trouve ici, ce qui aura une influence sur le questionnaire que je vous présenterai tout à l'heure. Alors, d'autres aspects, la localisation des figures, puisqu'il est demandé aux élèves de dessiner, de reproduire le plus fidèlement possible ce qu'ils ont sous les yeux, eh bien, je vois aussi comment les figures se localisent sur la feuille de papier. Voir aussi le respect des rapports de distance
et le passage d'une visualisation d'éléments présentés en 3D à la représentation graphique 2D. Puisque les supports qui sont présentés ici sont en 3D et bien souvent les enfants me demandent « Ah ben tiens, il faut représenter en 2D ou en 3D ?» Non, ça leur appartient, c'est eux qui décident. Alors autre chose aussi, c'est l'aplanissement des figures, présenté aussi en 3D. Là, je demande aux enfants d'imaginer l'empreinte laissée par les figures, de dessiner donc, cette empreinte. En fonction des figures, les empreintes évidemment vont changer. Les empreintes ne sont pas toujours les mêmes. Parfois, je coupe la figure à l'horizontale, parfois à la verticale, ce qui réserve quelques surprises quand même. Alors, l'autre environnement, donc l'environnement ici virtuel, est réalisé à partir de Blender 2.6.2. Donc, c'est le même environnement que celui que vous avez vu tout à l'heure, à part que les enfants sont équipés de tablettes PC et qu'ils peuvent ainsi naviguer dans l'environnement pour en dessiner également ce qu'ils voient. Alors donc c'est un environnement virtuel non immersif, comme vous le savez, enfin comme vous le voyez d'ailleurs. Alors en début et en fin d'expérimentation, il y a un questionnaire écrit qui est proposé. Donc, où l'identification des élèves se fait, où je recueille des infos concernant le degré de familiarité entre les objets étudiés et les élèves. Par exemple, je sais que c'est assez petit sur le tableau ici, mais différentes villes de Belgique, puisque je travaille à plusieurs niveaux, donc il n'y a pas uniquement au niveau des formes qu'ils voient devant eux, c'est au niveau de leur environnement très proche, donc les formes, au niveau de leur ville et au niveau de leur pays. Alors ici, par exemple, les questions qui étaient posées, c'est à quelle distance sépare Bruxelles d'Anvers, Bruxelles de Mons, etc. Juste un petit peu pour avoir des idées de leur représentation spatiale, voir aussi s'ils ont déjà été dans ces endroits ou pas. Alors, ça m'a aussi permis de récolter des informations sur la localisation des différentes villes sur une carte très schématique de la Belgique, comme ici, donc sans aucun repère. Ensuite, une représentation graphique de la situation perçue, donc des différentes formes, là, deux illustrations d'élèves. Puis, un questionnaire écrit, différent du premier, donc des items qui comportent des items relatifs à la situation telle que vécue et perçue. Donc, par exemple, ici, différentes photographies de ce que les enfants avaient devant les yeux. Il y a des photographies qui sont semblables ou qui ne ressemblent absolument pas à ce qu'ils ont eu sous les yeux. L'astuce, c'est qu'ici, et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai passé un peu de temps à vous présenter le petit schéma avec la répartition des élèves, c'est qu'ils doivent se mettre à la place d'autres élèves pour se dire si oui ou non la représentation est correcte ou pas. Alors, évidemment, je travaille aussi au niveau de la Belgique pour le pré-test, et dans ce cas-ci, vous voyez que des aides repères apparaissent. Ensuite, la représentation graphique de la situation mentalisée, donc ça sont les empreintes. Alors, la récolte des données a été facilitée par un logiciel qui a été construit, un petit logiciel, puisque étant donné qu'on avait un nombre important de production d'élèves et de diversité de réponses assez fort, eh bien, nous avons développé un logiciel pour le traitement rapide des données. Alors, concrètement, la page de l'étudiant est numérisée, puis ensuite, nous, on doit tout de même poser cet acte. Ça n'est pas encore automatisé, en tout cas on n'est pas encore parvenu à le faire. Il faut juste cliquer sur les différents points, ça enregistre directement toutes les coordonnées et ensuite dans un deuxième temps on a tous les renseignements statistiques après les calculs. Alors au niveau des perspectives et conclusions, vous allez me dire que j'ai vraiment travaillé sur une représentation simple, sur des figures assez simples. Bah oui, c'est volontaire, c'est vraiment pour voir à un niveau très simplifié. Déjà, ce qu'il en ressort au niveau de l'évolution des représentations mentales des étudiants âgés de 8 à 15 ans, pour ensuite passer à des environnements beaucoup plus complexes. Tout simplement, je travaille aussi en collaboration avec différentes facs et une collaboration avec la faculté d'architecture m'a permis de constater qu'en fait les gens se représentent généralement des bâtiments à l'échelle d'un quartier ou d'une ville sous déjà la forme
de figures assez simples. Et donc, on va partir des figures que vous avez déjà vues. Je vais complexifier ces modèles pour, au fur et à mesure, construire un quartier ou une ville. Alors, l'objectif à plus long terme est d'appréhender bien les représentations spatiales des élèves en se focalisant sur la distorsion et la représentation d'espaces plus importants, je viens de le dire, et dans un second temps, on va dire, un troisième environnement sera créé et lui comportera des éléments de réalité augmentée. Et donc, l'ensemble pourra être à chaque fois comparé, donc des résultats sur les environnements concrets, virtuels et réalité augmentée seront donc comparés et analysés. Je vous remercie de votre attention. Il y a des questions pour Madame Duroisin. Attendez un instant. Vous avez analysé sur les différents âges de 7 à 15 ans l'évolution du concept d'empreinte de la sphère, par exemple. Justement, ça c'est en cours. Je termine mes expérimentations à la fin du mois de mai. C'est pour ça que je ne présentais pas mes résultats, mes méthodologies. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que il y a vraiment des résultats assez surprenants. La sphère, par exemple, quand on la pose, beaucoup donc des enfants de plus jeune âge ne réalisent pas qu'elle repose uniquement sur un point, parce que je ne fais pas qu'uniquement reposer les solides en entier. Je leur demande d'imaginer si je coupais la figure à moitié, ce que ça laisserait aussi comme empreinte. Et puis en oblique, ce que ça laisserait aussi comme empreinte. Et faites juste l'exercice chez vous, coupez un petit peu un cylindre de manière oblique et imaginez ce que laisse ce que laisse l'empreinte du cylindre oblique coupé au sol. C'est assez difficile à mentaliser, donc pour des enfants de cet âge-là, c'est encore plus difficile. Mais par exemple pour le cube, c'est l'exemple le plus flagrant, c'est qu'un cube, quand on le pose, souvent il n'y a pas de souci, ils réalisent que c'est un carré qui est au sol. Je leur dis, vous les allez couper le cube à l'horizontale, et il y a une majorité d'élèves qui représentent la surface diminuée de moitié en fait au sol. Donc c'est vraiment intéressant. Et, voilà, j'ai hâte de terminer cette expérience pour pouvoir présenter les résultats. D'autres questions ? Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une agréable fin de journée. Au revoir.